100% Bénin, mesdames, messieurs, merci pour la fidélité. Tentative d'évaluation des enseignants de la maternelle et du primaire infructueuse. Une première fois le 16 juin de l'année en cours, une seconde fois le 28 juillet, le gouvernement béninois ne s'avoue pas pourtant vaincu. Après quelques réglages au niveau de la nouvelle forme à donner au test, une troisième tentative se profile à l'horizon avec des mises en garde fermes aux enseignants rebelles, pour ainsi dire. Énième évaluation diagnostique et menace sur enseignants récalcitrants. Enfin, le bout du tunnel ou un nouveau bras de fer en perspective. Tel est, mesdames, messieurs, le thème en débat ce jour. En notre compagnie, pour l'instant, analyse Joseph Aïmassé, secrétaire général du SNEP Bénin, le syndicat national des enseignants contractuels et permanents du Bénin. Il est directeur d'école. Joseph Aïmassé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre invitation. Merci à vous. En face de lui, Abbé Ano-Éric Aguenonon, écrivain, essayiste, analyste des questions sociopolitiques. Il fut enseignant, plus précisément professeur au séminaire propédeutique de Bistrité, appelé désormais à scruter d'autres horizons. Voilà, il est à nos côtés pour mener ce débat en notre compagnie. La question d'éducation et d'éthique, c'est aussi son marigot. Abbé Ano-Éric Aguenonon, bonjour. Bonjour Joël. Et merci pour la disponibilité. Je vous en prie. Les jours passent, mais la réalité de l'éducation reste tenace. La pagaille observée jusqu'alors, pour reprendre les expressions des autorités au plus haut niveau, devra cesser. Assainir le secteur de l'éducation, ceci a un prix à payer. Le premier palier qu'il va falloir scruter reste celui de l'évaluation des enseignants. Vent debout, plus d'une fois déjà, par rapport à cette organisation, une composition qui aurait été remise en cause, non pas forcément par rapport à la forme, mais au fond, aux dispositions pratiques, il va falloir désormais que ces enseignants fassent avec. Joseph Aïmassé, vous avez suivi les autorités. D'abord, le chef de l'État qui a annoncé les couleurs la veille de la célébration du 58e anniversaire de la session du Bénin à la souveraineté internationale. Puis ensuite, votre ministre de tutelle qui est venu comme pour taper du poing sur la table. Il faut que tout le monde rentre dans les rangs. Merci, monsieur le journaliste. Merci aux téléspectateurs. Je voudrais dire que je continue et le monde enseignant continue de se demander comment on est arrivé à la question d'évaluation comme seul problème à régler pour que le système éducatif tienne. Vous posez cette question. Nous posons cette question. Dans une mesure où il y a tant de problèmes que nous avons toujours posés et qui n'ont jamais eu de solution, et que l'on vienne maintenant comme un cheveu sous la soupe nous brandir la question d'évaluation. Malgré cela, nous sommes allés à l'évaluation le 16 juillet et cette évaluation a été très fructueuse. Très fructueuse. Bon, ça dépend de quel angle vous prenez pour l'observer. Fructueux en quel sens? Puisque l'autorité a relevé un certain nombre de failles et qui ne motivent pas à statuer sur la fiabilité de l'évaluation. Si nous en tenons seulement aux propos des autorités, les mêmes, à savoir le directeur de l'INFRI, qui a déclaré sur les presses, sur les chaînes les plus autorisées que la participation des enseignants a été de 97% et que les résultats, le seuil à atteindre, le seuil, et les enseignants l'ont atteint à 98%, où on cherche encore l'infructueuse. Je pense que ce n'est pas, il n'y a pas eu de faille à ce niveau-là. Mais les autorités ont dit, par la bouche de notre ministre, que il y aurait eu des épreuves qui ont manqué dans certains départements. Ça, s'il y a faille à ce niveau-là, on devrait retrouver les auteurs et leur appliquer la loi et cesser d'enquiquiner les enseignants. Les enseignants ont quelle responsabilité dans l'insuffisance des épreuves? Nous n'avons aucune autorité à ce niveau-là, aucune responsabilité à ce niveau-là.
les 3% qui n'ont pas pu se présenter au centre d'examen, est-ce que c'est un problème pour les examens que nous avons connus dans ce pays? Lorsqu'il y a une session normale, il y a la session des malades. La session de rattrapage devrait être organisée pour les 3%. Cela ne pouvait pas remettre en cause la crédibilité et la sincérité, vu les résultats dont j'ai parlé tout à l'heure, venant donc des autorités, pour alors décider d'une nouvelle évaluation, ce qu'ils ont appelé la réévaluation. C'est à ce niveau seulement que les enseignants ont constaté que la Fédération des syndicats de l'éducation faisait une CSTB qui, à l'annonce de la première évaluation, avait crié au scandale parce que une évaluation diagnostique n'était pas nécessaire dans la mesure où il y a des corps constitués, à savoir les conseillers pédagogiques, les inspecteurs, qui pouvaient diagnostiquer les insuffisances au niveau de chaque enseignant dans la pratique de sa classe et qui ont fait des fiches régulièrement déposées au ministère et aux structures appropriées. Et si donc on devrait voir les problèmes qui minaient donc le système, on pouvait alors chercher sur ces fiches-là ce qu'il faut, ce qui manque aux enseignants et concevoir les modules de formation en conséquence. Et nous savons très bien qu'on n'évalue que ce qu'on enseigne. On ne peut pas prendre les enseignants comme ça et dire, bon, je vais vous évaluer. Je vous évalue. Est-ce qu'il faut désormais pas considérer qu'on a un palier de franchi par rapport à ces questions? Le chef de l'État a été clair, il a été mandaté pour conduire la BAC Bénin. Et les réformes s'imposent, il avait annoncé, il venait pour des réformes. Et de ce point de vue, des électeurs que vous constituez le corps enseignant devraient pouvoir le comprendre et pouvoir suivre ce qui vous a été demandé que de jouer un peu au récalcitrant. Vous permettez l'expression. Est-ce que ça ne fait pas plus responsable que d'y aller et ensuite tirer les conclusions avec l'autorité qui a quand même des visions et des rêves pour le système éducatif? Vous savez très bien que personne ne peut refuser une réforme. Une réforme naît lorsque on constate que tel qu'on est n'est pas assez juste et on veut réajuster. C'est ça que nous ne comprenons pas la réforme. Effectivement, le système éducatif est malade, tout le monde le sait. Donc, si on parle de réforme dans le système éducatif, les acteurs que nous sommes preneurs, mais à condition que les acteurs, à commencer par les élèves, les parents d'élèves, les enseignants et même la société civile, que cette réforme prenne en compte ce qu'ils veulent. Si on ne prend pas en compte les acteurs d'un système, on ne peut pas le réformer. C'est impossible. Et malheureusement, c'est ce que nous constatons. Nous pensons qu'il faut bien tenir compte de l'existant, des acteurs qui sont dedans, les conditions dans lesquelles ils sont. Et lorsqu'on fait le point de tous ces éléments, on doit s'asseoir. Et nous sommes des partenaires sociaux, nous, syndicalistes. Nous proposons aussi, nous faisons de bonnes propositions et nous accompagnons. Et on verra que le système sera réformé. Alors, par rapport à la question d'évaluation, est-ce que aujourd'hui, c'est le vrai problème qui se pose? Ce n'est pas le vrai problème qui se pose. Il se pose le problème de l'insuffisance des enseignants dans nos écoles. Est-ce que sur 6 classes, on a 6 maîtres? Ce n'est pas vrai. On n'en a pas. La plus chanceuse école au Bénin, la moyenne qui est définie même au plan national, c'est 4 enseignants sur 6. Et combien d'élèves on a dans chaque classe? L'effectif est pléthorique. On en a jusqu'à 120, 125, 130. On en a jusqu'à 140 pour un enseignant. Or, nous sommes en APC. Et l'APC recommande quoi? 25. Tout ça, l'autorité ne l'ignore pas. Est-ce que les enfants s'asseyent bien sur les tables pour écouter les enseignants? Joseph Aïmassé, l'autorité ne l'ignore pas, mais il va falloir commencer quelque part. Et ce quelque part reste vous qui êtes appelé à former les esprits. Oui, vous avez suivi votre vis-à-vis, Joseph Aïmassé, Abbé Ricard Guénon,
Le problème est aujourd'hui posé, mais au niveau de l'autorité, les préalables évoqués par Joseph Aïmassé ne sont pas les plus importants. Il va falloir apprécier le niveau de ceux qui sont appelés à donner le savoir. Très déterminant. Parce que oui, il n'y a pas d'infrastructure scolaire, classe trop pléthorique, tout ça reste une évidence qu'il va falloir régler. L'autorité ne s'y oppose pas, mais il est un fait qu'en dépit de ces conditions, des cours sont dispensés au quotidien. Mais par qui? Avec quel niveau? C'est là la préoccupation qui tient à cœur aujourd'hui aux autorités. Je me dois, avant que de répondre à la question, saluer, remercier, féliciter tous les enseignants qui m'ont formé. Et je retiens de cette capacité à transmettre le savoir-faire et le savoir-vivre. Cette question de l'évaluation est, à mon avis, une question qui ne doit pas être traitée en dehors de certains contextes. Il y a un contexte historique de notre éducation nationale et qui fait que nous sommes passés de l'école nouvelle à une autre école et aujourd'hui nous sommes au nouveau programme. Un enseignant des années 80 n'est pas un enseignant des années 60. Un enseignant des années 2000 n'est pas l'enseignant des années 60. Ce qui veut dire que l'enseignant est dans le peuple. L'enseignant fait partie du peuple. Si le niveau majoritaire baisse, le niveau de l'enseignant aussi baisse. C'est vrai, puisque c'est l'enseignant qui fait le niveau. Si le niveau d'un ingénieur baisse, le niveau de l'enseignant aussi a certainement baissé parce que tous les deux ont été à la même formation. Ensuite, il y a des contextes concrets. Et ces contextes concrets-là, il ne faut pas faire la langue de bois. C'est vrai qu'il y a certains enseignants qui n'ont peut-être pas le niveau. Des enseignants qui blessent la langue de Molière. Et il y a des enseignants qui, devant leur éduquer, leur former, sont peut-être à tituber, sont peut-être à hésiter. Mais la question est de savoir que l'État est à la fois le recruteur, l'employeur et celui qui aujourd'hui se réclame examinateur. Ça devrait poser problème? Ça pose problème, à mon avis, parce que il y a en fait tout le cadre institutionnel, la pyramide administrative et technique, les conseillers pédagogiques, les inspecteurs sont là, et il y a tout un cadre. Et si l'autorité vient à vouloir évaluer les enseignants, il faut se poser la question de savoir, mais cette évaluation-là, est-ce que ça règle les causes, les problèmes qui existent? C'est ce contexte historique, ce contexte concret. Est-ce que cette évaluation vient régler? Je dis non. Quand vous faites l'analyse, cette évaluation ne vient pas régler tous les problèmes. Parce que les parents aussi accompagnent l'enfant dans leur évolution. Alors, je pense qu'il ne faudrait pas que cette évaluation-là soit une évaluation qui vienne du haut, qui vienne d'un cabinet ministériel. Il faudrait que cette évaluation-là soit étudiée, soit établie, soit coordonnée avec les moyens techniques qui existent déjà au niveau de ce corps
enseignants-là. Si cette évaluation n'est pas prise à la racine, à la source, et qu'elle vient d'en haut, elle ne portera pas ses fruits. Mais qu'est-ce qu'il faut évaluer? Est-ce qu'il faut évaluer la pédagogie? S'il faut évaluer la pédagogie s'évalue dans des sessions de formation. Des sessions de formation où on réunit les enseignants, on leur apprend la pédagogie avec des devoirs de maison ou avec des devoirs sur table. Mais ces sessions-là sont des sessions de renforcement de capacité. Maintenant, s'il faut former de façon technique par matière, il revient au conseil pédagogique, aux inspecteurs, de les réunir par matière et de les former et de les évaluer. On ne peut pas évaluer sans avoir formé. Ou bien on veut évaluer au pifomètre. Il ne faudrait pas que tout dans notre pays soit politisé. Et si le monde enseignant ou la façon de penser notre système enseignant, notre système éducatif est politisé, ou que si c'est un règlement de compte, ou que il y a eu tellement de grèves et pour essayer de casser l'élan de la troupe, il faut procéder de cette manière-là. Je pense qu'on ne réglera pas un problème éducatif, mais on est purement sur un terrain politico-éducatif. En tout cas, l'autorité a eu déjà ces craintes que vous évoquez aujourd'hui et c'est voulu rassurant. Vous l'avez suivi, il ne s'agit pas d'une course aux sorcières, comme on le dit vulgairement, mais véritablement d'essayer d'identifier le goulot d'étranglement au niveau des enseignants et qui fait qu'ils n'arrivent pas forcément à donner le meilleur d'eux-mêmes. Eric Haguenon a souligné tout à l'heure qu'il faut régler les problèmes au fond. Mais là-dessus, il admet aussi qu'il faut commencer quelque part. Et ce quelque part, il est loisible à l'autorité de le choisir. Ce quelque part reste une fois encore les enseignants pour l'autorité. Il faut constater que aujourd'hui, les préoccupations ont évolué au niveau du gouvernement. Il faut y aller. C'est ce qu'il faut retenir en définitive de la dernière sortie du ministre. Les enseignants que vous êtes appelés à prendre les dispositions qui s'imposent lorsque l'appel sera rendu officiel, que vous puissiez prendre part à la nouvelle formation qui sera donnée à votre intention. Oui, monsieur le journaliste, je vous remercie beaucoup. Je remercie l'abbé qui a cerné le problème bien qu'étant d'une confession religieuse. Je pense que la Fédération des syndicats de l'éducation a dans sa plateforme revendicative la formation continue des enseignants. L'enseignant a besoin d'être formé à tout moment. D'ailleurs, même la séquence de classe d'un enseignant constitue en même temps une formation pour lui. Donc, on ne saurait rejeter la formation continue. Nous la voulons vivement. Mais lorsque on ne nous forme pas et on décide tout de go de nous évaluer tel que cela se dessine, il y a des objectifs cachés. Et nous l'avions déjà souligné depuis avant l'évaluation du 16 juin, parce que nous avons vu ce qui s'est passé à côté de nous, au Niger, où une telle opération a été faite et a été sanctionnée par la radiation des enseignants. Alors ici, nous avons dénoncé la chose et pourtant nous sommes rendus dociles pour aller composer le 16 juin. Et les insuffisances que le gouvernement a soulignées, que notre ministre a soulignées, n'étaient pas aussi... ne relevaient pas donc des enseignants pour remettre en cause une participation de 97% et une atteinte de seuil de réussite à 98%. Par conséquent, la réévaluation annoncée au 28 juillet a été perçue comme
une manière de réprimer les enseignants qui ont été humiliés pendant la longue grève, qui ont repris le chemin de l'école sans avoir un minimum de satisfaction de leurs revendications et qui, malgré mus par le sens patriotique, sont allés dispenser régulièrement les cours, ont sacrifié leur temps de vacances pour que les examens aient lieu. Le gouvernement ne s'est pas soucié donc de ce sacrifice consenti par les enseignants pour retourner les salaires confisqués, défalqués en février. Et aujourd'hui, tout le monde sait que pour régler le problème, pour qu'il y ait la paix, il faut que l'on regarde l'année scolaire entière et non parler d'année scolaire et de rentrée scolaire apaisée. Nous voulons non seulement la rentrée scolaire apaisée, mais nous voulons une année apaisée pour accompagner nos apprenants. C'est l'autre paire de manches, on va l'apprécier, mais sur les instants. Et ce qui apparaît comme l'urgent pour l'autorité, il s'agit de l'évaluation. Et voici la nouvelle forme que l'autorité donne à cette évaluation. Je cite le ministre par rapport à ce sujet, il dit exactement ceci: il y aura une évaluation formative au cours de laquelle les enseignants seront notés sur la présence et l'assiduité au travail. Suite à cela, ils auront une évaluation sommative qui, au final, pourrait déboucher sur une attestation. Tous les enseignants qui ne tireront pas leur épingle du jeu au cours des formations seront expulsés du système éducatif. Fin de citation. Cette forme, elle est rassurante, j'imagine. Monsieur le journaliste, ça rejoint ce que nous disons. Former et évaluer, c'est indiscutable. Former, évaluer, quand nous formons, nous évaluons. C'est ça notre métier. Donc, que nous-mêmes, nous soyons formés, que nous soyons évalués, que nous ayons composé sur ce qu'on nous a appris pour vérifier si les connaissances ont été acquises, mais il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on parle de radiation, un enseignant qui a réussi avec brio le CEAP écrit, le CEAP pratique, le CAP écrit, le CAP pratique, avec des certificats, qu'on le trouve aujourd'hui médiocre, qu'on le sorte du système, je me demande, qu'est-ce que on dit de la chaîne de formation ou des acteurs, à savoir les conseils pédagogiques, les inspecteurs, qui ont formé ces enseignants et qui leur ont donné ces parchemins, et qu'aujourd'hui on le trouve subitement médiocre. Je pense que le ministre qui nous gère, notre ministre de tutelle, a été instituteur, directeur d'école, syndicaliste. Il est devenu conseiller pédagogique, il est admis au BIP, il est inspecteur, il a exercé pendant longtemps, il a formé des gens qui sont encore en fonction. Il connaît la matière. Il connaît la matière. Il faut souligner qu'il est auteur d'un ouvrage sur la question d'évaluation. Merci scolaire. beaucoup, bien sûr. Et tout ça là, il a à son compte, et nous sommes ces produits qui nous trouvent subitement et médiocres. Attention, Joseph Aïmassia, il ne faut pas l'oublier. Vous parlez de Salimane Karimou, vous avez souligné là quels sont ses atouts et ses manifestes, on saurait les remettre en cause. Non. Mais ce qu'il porte aujourd'hui se trouve être la voix de toute une équipe gouvernementale. Okay. Donc il n'y a pas que lui, il faut savoir vraiment apprécier les faits. Ça, il relaie, vous l'avez suivi, le chef de l'État lui-même qui a tapé du poing sur la table. Il est comme le missionnaire de toute une équipe et il faut faire les choses telles le pense l'équipe d'ensemble. C'est un technicien en la matière. Pour une réforme, la réforme doit tenir compte des techniciens, des acteurs du système. Et le ministre, aujourd'hui, avant d'être ministre, a été secrétaire général du ministère des Enseignements maternels et primaires pendant près de 10 ans. Donc, tout ce qu'il faut pour dire que, nous prenons une fausse route, il vaut mieux qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, pour être des propositions venant de lui vis-à-vis du chef de l'État, qui n'est pas un acteur du système.
Vous pensez qu'il a encore un grand rôle à jouer? Un grand rôle à jouer. Et avec les partenaires sociaux que nous sommes prêts à l'accompagner. Nous voulons qu'il y ait la collaboration pour que le système se porte mieux, pour le bonheur non seulement de nos apprenants, mais des parents, mais du pays. Éric Aguenon, pensez-vous que sur la question, le ministre des Enseignements maternels et primaires a un rôle prépondérant à jouer pour pouvoir faire de l'évaluation qui s'annonce une réussite totale? Vous avez le souffle coupé, le sujet est complexe. Le sujet est complexe parce que il s'agit de la gestion du personnel de l'État. Il s'agit de la gestion des ressources humaines. J'ai l'impression que nos dirigeants actuels n'ont pas la culture de l'État. Non, pas ça. Parce que quand on a la culture de l'État, on comprend que l'État est une continuité. C'est vrai que dans le passé, il peut y avoir eu des failles dans les recrutements. Mais un personnel déjà recruté a besoin d'être accompagné. Mais si l'État concret d'actualité que nous avons se sent dans la peau d'un État messianique et qui veut tout changer au point de comprendre que auparavant rien n'était fait. C'est l'impression que ça donne? C'est l'impression que ça donne, que rien n'était fait et que c'est aujourd'hui que le bien veut être fait. Il faut dire que de tout temps, il y a eu toujours un combat entre le bien et le mal. Le bien que nous faisons, parfois, on ne le fait pas bien. Donc, je pense que c'est pertinent l'esprit avec lequel ils veulent travailler. Mais cet esprit de travail ne règle pas tous les problèmes ou ne correspond pas aux problèmes qui sont en jeu dans le monde éducatif. Ils attaquent que le personnel. Mais il n'y a pas que le personnel. Il y a le personnel, il y a les programmes, il y a les infrastructures. Il faut voir les curricula. Mais il faut voir tout, parce que des gens ont été recrutés. Mais l'État qui a recruté hier, c'est le même État qu'aujourd'hui. L'État est le même, le système est le même. C'est des personnes qui ont changé. Et là, toutes les personnes n'ont pas changé. Toutes les personnes n'ont pas changé. Des gens étaient dans l'appareil avant, aujourd'hui sont encore dans l'appareil. Donc, quand on vient nous dire que, voilà, les enseignants sont mauvais, je dis non. Les enseignants ne sont pas mauvais. Mais il faut procéder autrement pour que cette quête de changement, de visage du monde éducatif ne soit pas comme une quête politique. J'insiste là-dessus parce que, à mon entendement, ça a l'air, vu le timing, vu le moment et vu tel que les choses se décident, les choses descendent de haut, mais ça vient comme pour écraser. Moi, je dis, il faut dynamiser le rôle des conseils pédagogiques. Il faut dynamiser le rôle des inspecteurs. Pourquoi menacer chaque fois de radiation? Un enfant, dans une famille de 7 enfants, tous les 7 ne sont pas forcément brillants. Même si tous les enfants ont une mention très bien, peut-être quelqu'un a peut-être mention assez bien au bac. Donc, tous les enfants ne sont jamais brillants. Et je sais que ce n'est pas la majorité des enseignants. Pour le faire, les personnes habilitées à savoir ce qui s'est passé, mais c'est ceux qui sont sur le terrain. Et on évalue, je le répète, on évalue que sur les points où on a formé les enseignants. C'est vrai qu'il ne faut pas former pour former. Au plan humain, quelles sont
quelle est l'étoffe de nos enseignants au plan humain? Parce que au plan humain, il faut être maternel si on est femme, il faut être paternel pour accompagner. Au plan technique, quelle formation? Parce qu'on peut savoir et ne pas rendre. Est-ce qu'ils ont les fondamentaux? Maintenant, au plan du canal, qui est la langue de Molière, parce que les sciences physiques, les mathématiques, les SVT s'enseignent en français. Mais pour évaluer ça, il faut plutôt mettre en place des cadres de formation et des formations qu'on ne peut pas éviter. On ne peut pas éviter. Mais si vous recrutez des gens, on peut même aller en amont pour voir mais comment le recrutement est fait, comment la formation est faite. S'il y a des réformes, il faut se situer dans le déjà, ceux qui sont déjà là, il faut prendre soin d'eux, les accompagner. Et dans le pas encore, prochainement, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il faut revoir le recrutement et il faut mieux former, d'accord. Mais quand on forme, ça ne suffit pas. Il faut toujours accompagner. Il faut une formation permanente. Mais la formation permanente ne signifie pas évaluer. Il faut former avant d'évaluer. La question, oui, elle est profonde. Apparemment, là-dessus aussi, les autorités le reconnaissent, mais voudraient plus de collaboration, Joseph Aïmassé, de votre part. Parce qu'hier, ce à quoi on a assisté, c'est encore vous, les responsables syndicaux, qui ont pris le devant, donnant l'alerte de ce que l'évaluation annoncée devrait être boycottée. Et surprise, ça a été suivi comme une lettre, c'est passé comme une lettre à la poste. Cette fois-ci, quel peut être le minima sur lequel l'entente pourrait être faite, ou si c'est déjà fait, pour que ce qui s'annonce là puisse être cette fois-ci bien fait? Ok, merci beaucoup. Et je voudrais dire que être responsable syndicaliste, ce n'est pas de l'amusement. Il faut se cultiver, connaître tout ce que l'État présente devant vous, ce qu'il y a derrière, se renseigner dans les États qui nous entourent pour savoir ce qui se fait. Et quand nous faisons le tour, c'est en fonction de ça que nous décidons. Nous allons en concertant avec nos bases pour dire ce qui va arriver, voici, c'est comme ça, comme ça. Qu'est-ce que vous proposez? Et les bases proposent. Et nous analysons et nous sortons une décision. Donc on ne se lève pas pour rejeter les mesures du gouvernement comme cela se pense. Et ce que nous avons eu avec ce qui s'est passé au Niger par le biais de nos correspondants, c'est clair que la Banque mondiale, le FMI, avec les États aujourd'hui, veulent réduire le personnel de l'État. La Banque mondiale. La Banque mondiale, le Fonds monétaire, oui, bien sûr, voilà. Réduire le personnel de l'État pour maximiser quand même l'économie. Mais lorsque vous regardez dans notre pays où déjà les gens... Ce que vous dites là, si on le présente autrement, c'est que les formations qui s'annoncent, parce que ce n'est pas au Bénin, vous l'avez souligné, la finalité n'est pas forcément d'avoir des enseignants de qualité, mais forcément d'en mettre de côté. C'est ce que vous avez, c'est ce que nous retenons ensemble, donc de ce que le ministre a dit, que les médiocres seront sortis du système. Si on les sort, on les met où? Il n'a pas dit. Mais on a vu des gens sortis du giron de l'État déjà, dans des sociétés. Vous êtes dans le Bénin avec nous, vous avez constaté que des gens ont été dégagés des abords des rues. La faim s'est installée dans le pays. Le salaire que le fonctionnaire prend aujourd'hui ne signifie rien devant le coût très élevé de la vie. Face à cela, quel enseignant, quel travailleur va vouloir remettre sa tête à couper? Du moment où les informations, aujourd'hui le monde est devenu comme un village planétaire. Nous avons les informations de partout. Par conséquent, vous n'avez pas besoin de dire à un enseignant ne va pas à l'évaluation avant qu'il ne décide donc de... Parce que c'est devenu une question de vie ou de mort. Face à une question de vie, les humains développent toujours des réactions
pour survivre. Pour ce qui a été cette fois-ci annoncé, vous avez eu déjà des concertations avec la base. Et c'est quoi l'attitude annoncée? Pour la faisabilité même de la chose, il faut que les revendications qui ont été objet de la longue grève soient satisfaites. Il y a un minimum. Pour l'évaluation? Mais je vous dis, monsieur le journaliste, comme nous le disons là, ce n'est pas l'évaluation qui sera le miracle à opérer dans le système éducatif pour sauver le système. Le miracle reste l'écoute des acteurs du système. Joseph Aïma, on vous comprend, mais je rapporte une fois encore, l'autorité l'a dit, les tests sont clairs, vous avez à vous soumettre à l'autorité. Et cette posture ressemble beaucoup plus à de l'insubordination. Il n'y a même aucun test qui instaure cette évaluation-là. Dans la 86, il n'y a aucun article dans la 86-013 qui régit le recrutement et la gestion du personnel de l'État. L'article que vous évoquez, vous l'avez vraiment lu? Je dis la 86-013, rien n'instaure ça là. L'autorité? Je me dis, l'autorité même sait de quoi nous parlons ici. L'autorité sait que la 86-013 n'a rien prévu. Donc, dans ce sens-là, la formation continue, oui. Suivi d'évaluation, oui. Tel que l'abbé l'a dit. Vous nous formez, vous évaluez ce que vous nous avez donné comme connaissance. C'est normal. Ça, c'est la routine que nous faisons dans nos classes. C'est la pratique que nous faisons. Lorsqu'un professeur dispense un cours, il fait une évaluation pour voir le niveau d'atteinte de ces enseignements. Nous ne refusons ça, pas cela. Lorsqu'on va nous regrouper pour dire, nous voulons donner une formation dans tel domaine, dans telle discipline, il y a 6 champs de formation, dans tel champ de formation, voilà. Nous sommes preneurs, on évalue, pas de problème. Mais ce que nous disons là, pour réussir à réformer le système éducatif, il faut nécessairement prendre en compte les désirata des acteurs que nous sommes. Si on ne le fait pas, si on n'écoute pas, et les parents appellent même le gouvernement à régler les problèmes des enseignants. On ne le fait pas. Depuis les vacances jusqu'à ce jour, aucun syndicat n'a été appelé pour être écouté. Les partenaires sociaux n'ont pas été appelés. Nous sommes là. Le cadre national pour le dialogue social. Oui, mais dites-vous, ce n'est pas un cadre. Quand vous allez, oui, je participe à cette session-là, la session qui a eu lieu le 23 mai 2018, c'est à cette session qu'on est venu communiquer aux partenaires sociaux que les enseignants seront évalués. Seule la Fédération des syndicats d'éducation, FESEL-CSTB, a levé la voix pour dire que ce n'est pas juste, dans la mesure, en donnant les raisons que nous venons d'évoquer ici. Malgré ça, nous sommes entendus pour aller composer. Nous sommes allés composer, vous avez eu les résultats. Mais pourquoi ils ne parlent pas de ces résultats-là? Pourquoi les gens ne parlent pas de ces résultats-là? Joseph Aïmassé, avant de retourner vers Eric Aguenno, nous apprenons que si tout va bien, oui, les enseignants seront convoqués pour les 24 et 25 prochains pour l'évaluation. Non, cette évaluation dont on parle, il me semble que c'est par rapport aux normaliens titulaires de diplômes CEAP et CAP qui sont à la maison. On veut les évaluer. Je pense que peut-être c'est pour revoir pour voir s'ils tiennent encore pour participer au recrutement prochain. Parce que nous voulons qu'on recrute beaucoup d'enseignants de qualité, surtout que l'école normale est formée et qui sont à la maison, qu'on les recrute pour combler les vides que nous avons dans nos écoles. Si c'est cela, il n'y a pas de problème pour ça. Mais qu'on prenne un agent. Moi, par exemple, je suis en train de fermer 21 ans dans le service. Oui. J'ai toutes les qualifications qu'il faut. Je suis qualifié pour poursuivre donc ma carrière. J'ai besoin d'une formation, de l'accompagnement. La formation continue pour bien remplir ma mission. Pareil pour tous les autres. Mais ceux qu'on n'a pas encore recrutés, comme l'abbé l'a dit, pas déjà, on peut voir les choses dans ce sens-là. Mais vous invitez à vous asseoir, vous évaluer à partir d'une dictée mathématique et autres? Non, pas du tout. Ça ne peut pas être là. Quand même, un adulte comme nous est déjà qualifié pour le métier avec les diplômes professionnels du corps.
suivi depuis par les CP, les conseils pédagogiques et les inspecteurs, nos directeurs d'école d'abord avant d'être directeur aujourd'hui. Monsieur, c'est passé à côté donc, de l'objectif réel du salut. Guénon, oui, les parents ils sont inquiets. Ils observent de très loin ce qui s'apparente à une passe d'âme entre autorités et enseignants. Possible d'en arriver à un consensus, un modus vivendi qui puisse permettre de rassurer. Parce que la rentrée aussi, elle n'est pas bien loin. Et la prochaine, elle est annoncée pour le mois de septembre. Quelques semaines seulement. Avant de venir à la question, je voudrais dire deux choses. Oui. Une première chose, ça concerne notre vue du développement, notre esprit de développement. Le développement part de l'éducation, ça part de la formation, que ça soit l'apprentissage, que ça soit celui qui est en classe, celui qui au secondaire, à l'université. Quand vous voyez le prisme de développement chez les pays occidentaux, le balayeur vit de son travail. Le maçon vit de son travail. N'importe quel ouvrier vit de son travail. Et chacun vit de ce qu'il fait. Quand quelqu'un en Occident vous dit « je vais au boulot », c'est tout, il dit « je vais au boulot ». Celui qui est banquier dit « je vais au boulot ». Celui qui va vider les puisards, il dit « je vais au boulot ». Mais chacun est au moins au SMIC. C'est ça le développement. Que l'humain soit heureux et se réalise dans son travail. Mais chaque fois, quand on parle de radier, j'ai l'impression que nous avons un État soldat, un État militaire qui pense que le développement, c'est travailler en dehors de l'homme. Si on travaille en dehors de l'homme, mais ça veut dire qu'on ne promeut que les riches ou les déjà à l'aise, les déjà bien, les déjà riches. Mais et les autres? C'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que ma préoccupation au niveau de la vocation enseignante. Quelle est la mesure pour mesurer le degré vocationnel chez l'enseignant? Il va falloir y penser. Il faut y penser. Mon problème est au niveau de ça. Si l'enseignant n'a pas la vocation d'être enseignant, il ne peut pas être responsable. Parce que le premier niveau, c'est la responsabilité. Il faut être responsable pour se cultiver. L'enseignant doit lire. Mais si tu as la vocation d'être enseignant, si tu aimes enseigner, si tu aimes les élèves, mais tu vas te former, tu vas lire, tu vas te mettre à jour. Mais si, au niveau du recrutement, il n'y a pas un canal où on a un entretien, il faut un entretien avec le candidat. Peut-être après les épreuves écrites, il faut passer un entretien. Et au cours de la formation dans les écoles normales, il faut le grand oral. Et il faut des entretiens périodiques pour évaluer au plan humain, au plan psychopédagogique, quelles sont les ressources, les ressorts vocationnels de cet enseignant-là. Il ne faut pas l'apprécier seulement au plan intellectuel. Le plan intellectuel est un acquis parce qu'il faut déjà prendre des gens qui sont intellectuellement bien, mais il faut que la vocation, l'abnégation, le désir, la joie enseignante s'ajoutent. Et donc, pour revenir à votre question, je trouve que ce bras de fer-là est dommageable, et ça va handicaper peut-être la rentrée prochaine parce que chaque fois, j'ai l'impression qu'on infantilise les corps de la République. Il ne faut pas infantiliser les corps. Il faut entrer en dialogue constructif, en dialogue bienveillant
avec tous les corps. Abbé Aguénon, vous dites qu'il faut entrer en dialogue constructif, en dialogue bienveillant. Et lorsque vous avez beaucoup à faire et qu'on n'a pas beaucoup de temps, est-ce qu'il faut chaque fois se dire il faut dialoguer, or le temps passe? Toutes les techniques, toutes ces procédures-là m'ont l'air des procédures issues d'un esprit d'entreprise. Non, nous ne sommes pas en entreprise. Nous sommes dans un État. Nous sommes dans une république, dans un pays. Et c'est les hommes politiques qui sont au service de la République. Et si vraiment ils sont des hommes politiques, ils doivent aimer le dialogue. Votre mot de la fin? Mon mot de fin, c'est que je trouve qu'il faut former, qu'il y ait une formation permanente, mais on n'évalue que ce qu'on a appris. On ne peut pas faire asseoir des gens pour leur donner un problème de mathématiques. On peut leur faire une dictée. Je ne sais pas si toute dictée peut être zéro faute chez tous les enseignants. Merci Eric Aguenon. Oui, Joseph Aymassé sur la question et la rentrée qui s'annonce. On a encore quelques jours, mais est-ce que l'horizon est prometteur? Pour nous, nous avons espoir que les dirigeants que nous avons, notamment le ministre, fera tout pour se remettre en cause, pour savoir qu'il faut écouter les partenaires sociaux pour non seulement une rentrée apaisée, mais pour une année apaisée. Et ça passe par la satisfaction des revendications, notamment le retour des sous-défalqués en février, le respect des libertés syndicales, l'indexation des salaires en tenant compte. Merci Joseph Aymassé, merci à vous. À nos Eric Aguenon, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, il s'agit d'un sujet qu'on n'a pas souvent le temps d'évoquer, mais quand même préoccupant, parce qu'il s'agit de l'avenir de toute une nation, l'éducation. Et qu'est-ce qu'on ne paiera pas pour? Elle vaut un pesant d'or. 100% Bénin, le numéro du jour, ce sera tout. Jean Fossé et compagnie. Sur cette citation de l'ancienne première dame des États-Unis, Eleanor Roosevelt. Vous vous souhaitez une excellente semaine de travail. Le futur, dit-elle, appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Rêvez gros, accrochez-vous-y, et demain fera sans nul doute bon. À très bientôt.